sur Monaco Info, les titres de votre journal du jour. Les joueurs de la Roca Team à la rencontre de leurs supporters. Nous nous rendrons à la Société Nautique pour le baptême de 2 nouveaux bateaux. Les lecteurs participant au marathon de lecture se sont réunis. Découverte de la nouvelle exposition de la galerie Ribolzi ex-Tempore. Retour sur le concert du trio Goldberg qui a été donné dans l'atelier du sculpteur Matteo Mornar à l'initiative des Amis du Printemps des Arts. Et puis pour clôturer ce journal, nous nous rendrons à Minsk où se déroulent actuellement les Jeux européens. Il s'agira de notre Focus Info du jour. Nous ouvrons cette édition avec du basket. Après une longue saison, les joueurs de la Roca Team ont pu rencontrer leurs supporters mercredi soir à la salle Gaston Médecin à l'occasion de la soirée Famille Roca Team. Le reportage de Frédéric Elion. Ils se sont déplacés en masse pour les différents matchs des finales de Jeep Elite à Villeurbanne. Ils ont répondu présents toute l'année et joué parfaitement leur rôle de 6e homme à la salle Gaston Médecin. Les supporters de la Roca Team ont été récompensés de leur soutien infaillible par un traditionnel verre de l'amitié à la salle Gaston Médecin. Toute la Roca Team Family était réunie, joueurs, staff, supporters, dirigeants pour passer un bon moment tous ensemble et clôturer une longue saison remplie d'émotions. À partir de 18h, il y a les joueurs qui viennent signer un peu des prospectus ou les maillots qu'on ramène et tout. Et donc on est arrivé, il y a déjà plein de gens, il y a déjà 2-3 joueurs, donc c'est vachement cool. J'essaie d'aller quasiment à tous les matchs. Là, je suis allé les derniers matchs à Lyon, à l'Asvel, donc on a perdu, mais on était là pour les encourager, c'est déjà pas mal. J'ai vraiment senti un engouement, on a fait ça en cours de la saison et il y avait encore Philippe Oski et c'est vrai que l'événement avait été déjà sympa, mais là je trouve qu'il y a quelque chose de plus depuis que Sacha est arrivé, Sacha Obradovic. Et voilà, les fans, on les sent encore plus impliqués, plus investis. Et tant mieux pour la Roca Team, tant mieux pour l'avenir du club. C'est magique, hein, c'est les voir en vrai, en dehors que sur le terrain. C'est quoi le programme? Qui est-ce que vous allez essayer de voir? Un peu tout le monde. Ils jouent vraiment tous bien en fait. Du coup, Un petit joueur préféré toutes les deux? Lui, beau gosse. Une longue saison, très dure, très prenante émotionnellement et physiquement. Malheureusement, on a été un peu court sur la fin pour le titre. Mais c'est sûr que ces moments-là, ils font beaucoup de bien de pouvoir échanger avec les fans et pouvoir leur dire merci aussi parce qu'ils ont été présents tout au long de la saison. Et si on est arrivé aussi loin, c'est en grande partie aussi grâce à eux. C'est toujours sympa de rencontrer les fans, d'échanger avec eux. Il faut essayer d'attirer encore plus de supporters, de créer une base de fans encore plus grande pour le futur. Ce qu'on a fait ensemble pour commencer, c'est déjà très bien, mais il faut continuer à construire tous ensemble. Signature d'autographes, atelier selfie, concours de mini-basket. Les fans ont pu communier et échanger avec les joueurs. Et tous les moyens sont bons pour tenter de les convaincre de rester la saison prochaine. J'ai dit que de toute façon, on y crevait les 4 pneus de sa voiture si ça en allait. Parce que sa femme est niçoise et on essaye de lui mettre un peu la pression. Mais c'est gentil, s'il doit partir, le pauvre, c'est sa carrière, il partira. Mais c'est dommage pour nous. Mais nous avons passé quand même une très très belle saison. Et on était abonnés et on se réabonnera pour l'année prochaine, ça c'est sûr. On a vu Paul derrière qui se faisait menacer par des supporters qui disaient si tu pars on te crève les pneus, t'as eu le même genre de... J'ai eu droit à ces menaces et je pense que faut que j'y réfléchisse vraiment. Deuxième partie de la soirée, direction le parquet. Les joueurs sont entrés 1 à 1 sur le terrain en passant au milieu de la foule. Les supporters ont pu participer à plusieurs jeux, une sorte de morpion géant, un concours de lancer franc où il faut marquer pour éliminer le joueur devant soi. Un jeune fan a d'ailleurs remporté ce concours en dominant Jarrod Jones à 3 points. Lors de la finale, tous les joueurs ont joué le jeu pour permettre aux fans de vivre une superbe soirée. Merci à tous pour le soutien, j'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle saison. Et bon, en tout cas, on est fiers de vous, vous avez montré de belles choses, surtout sur ces finales. Donc on compte sur vous pour la saison prochaine et on va essayer de faire mieux. On est prêts?
Thank you. En cette période de canicule, rapprochons-nous de la mer et rendons-nous à la Société Nautique où 2 nouvelles embarcations viennent d'être baptisées. Fabien Bonilla. Un solo et un 8 attendent patiemment d'être utilisés par les membres du club d'aviron de la Principauté. Ces 2 bateaux viennent d'être bénis au bout du ponton en présence du souverain, le président d'honneur de la Société Nautique de Monaco. 2 embarcations qui ont ensuite été baptisées en présence des 2 marraines, Marie-Josée Boéry et Rina Spence Countryman. Il n'y avait plus eu au sein du club de 8 de pointe, comme on appelle également ce bateau, depuis presque 15 ans. Le 8 est une embarcation qui peut filer jusqu'à 23 km/h. C'est le bateau le plus prestigieux des courses d'aviron, d'où son appellation de bateau roi. Pour moi, en tant que responsable du club au niveau sportif, c'est un plus vraiment important. Quand je suis arrivé ici, on n'avait pas ce bateau, le 8 surtout, les solos on en avait. Et pour mes jeunes, c'est important de pouvoir ramer à 8. C'est un peu... au foot, on joue à 11, au rugby à 15. L'aviron, pour moi, c'est à 8 avec un barreur 9. Donc ça représente quand même un plus. En termes sportifs, la Société Nautique de Monaco est premier club français d'aviron de mer l'année dernière. J'espère premier club français en 2019 aussi. Donc au niveau aviron de mer, Monaco, on est au top. Voilà. Il faut qu'on continue à être au top. Ce bateau-là va nous servir à ça, entre autres. À peine les bateaux baptisés que quelques rameurs impatients les ont subtilisés pour faire un petit tour en mer. Aujourd'hui, grâce à cette belle soirée qu'on a eue et ce baptême, à nouveau on a un 8 et à nouveau on peut ramer tous ensemble. Donc là ce soir c'était un petit peu la sortie festive, mais ce qui est beau c'est de voir que voilà, moi je suis un des plus anciens du club. On a ramé avec les jeunes, on a ramé avec les filles et c'est ça l'esprit du club justement, c'est tout le monde ensemble dans la bonne humeur qui pratique ce beau sport. La sortie était très sympa, on n'a pas trop l'habitude de ramer en mixte et là c'est vrai qu'on se connaît tous, on a partagé des bateaux ensemble, mais cette composition-là était un peu exceptionnelle et on a bien rigolé. La sortie elle était très bien, le bateau il est parfait, il glisse super bien et ouais, je pense que c'était pas mal. Franchement c'était extraordinaire, ça allait super vite. On est déjà super fiers de ce bateau alors qu'on a ramé qu'une seule fois dedans, on va se donner à fond et ça va être super. Pour la petite histoire, sur ce 8 de pointe, 10 personnes étaient à bord pour sa première mise à l'eau, 8 rameurs, plus une barreuse. Vous me direz, il n'était que 9. Eh bien, sachez que la barreuse n'est pas venue seule. Elle attend un heureux événement, ce qui fait donc 10. Le compte est bon. Vous le savez, chaque année, la Fondation Prince-Pierre propose le prix littéraire et le prix de la bourse de la découverte à l'occasion du marathon de lecture. Une première étape vient d'être franchie. Il s'agit d'une rencontre entre lecteurs. Plus de détails avec Vanessa Dessy. C'est une nouvelle édition du marathon de lecture lancé par la Fondation Prince-Pierre, une opération qui permet aux amateurs de littérature contemporaine de mieux connaître les auteurs retenus par le Conseil littéraire pour les sélections 2019 du prix littéraire et de la bourse de la découverte. Il s'agit, par le marathon de lecture, de faire partager l'aventure de la Fondation Prince-Pierre à tous nos voisins, en fait, puisque la grande partie des médiathèques des Alpes-Maritimes participent. La sélection qui est faite par le jury littéraire est proposée aux lecteurs. Les livres sont à leur disposition dans les médiathèques. Et après avoir lu ces livres, les lecteurs sont incités à nous faire part de leurs critiques, soit de façon orale, soit de façon écrite. Et ceux qui écrivent une bonne critique sont sélectionnés et ensuite reçoivent des cadeaux. Lors de sa réunion du 14 mai dernier, le Conseil littéraire a retenu 4 écrivains pour le prix littéraire, prix récompensant un auteur francophone pour l'ensemble de son œuvre. Le prix principal, le prix de Monaco, comme on l'appelait autrefois, qui s'adresse à un auteur pour honorer cet auteur pour l'ensemble de sa production en fait. Donc ce n'est pas un prix de découverte, c'est un prix de consécration. Cette année, nous avons retenu 4 noms. Christian Bobin, qui est assez connu du grand public, Linda Lay, Jean Rouault et Pierre Michon. La bourse de la découverte récompense également un auteur francophone pour son premier ouvrage de fiction. Le prix pour lequel on a parfois plus de difficultés, c'est la bourse de la découverte, parce que la bourse de la découverte, il s'agit de découvrir, de trouver parmi l'immensité de la production littéraire francophone actuelle, une petite vingtaine de personnes qu'on va ensuite présenter au jury, sur lequel le jury va travailler et
de ces vingtaines de personnes, cette vingtaine de personnes doit ressortir une courte liste. C'est la courte liste que nous avons encore en lice et qui est proposée à la lecture de nos lecteurs. Alors là, je lis parce que tout à fait impossible de connaître ça par cœur. Christine Barthes, Que va-t-on faire de Knut Hamsun, Jérôme Bastianelli, La vraie vie de Vinteuil, Grégory Le Floch, Dans la forêt du hameau de Hart, Joseph Pontus, À la ligne et Sylvain Houillon, Les jours. Les lecteurs des bibliothèques qui participent au marathon de lecture seront conviés à rencontrer les 5 auteurs sélectionnés pour la bourse de la découverte à la bibliothèque Louis Notary le lundi 14 octobre, ainsi qu'à la cérémonie de proclamation des prix qui aura lieu à la salle Garnier le mardi 15 octobre. La galerie Adriano Ribolzi organise autour de 4 artistes majeurs une nouvelle exposition nommée Extempore. Plus de détails dans ce reportage signé Benjamin Bellé. Sculpture abstraite sur bronze laqué, tableau à base de sable, buste en marbre tatoué et 3 dimensions à l'aide de plaques d'acier. Toutes ces œuvres ont peu de points communs, hormis le fait de s'inscrire dans l'art moderne. Réunies dans l'exposition Extempore, cette idée audacieuse cache une volonté bien précise. Extempore, part que l'art est hors du temps, mais nous avons essayé de présenter avec 4 artistes importants l'évolution à l'intérieur de l'art moderne, en commençant donc par Mario Schifano, arrivé jusqu'à Viale, que chacun a sa spécificité, mais c'est une évolution dans le temps, donc c'est ça l'extempore de l'idée de l'exposition. Pour l'occasion, Adriano Ribolzi expose le travail de 2 sculpteurs aux univers et inspirations bien différentes. D'un côté, les œuvres très réalistes de Fabio Viale, et de l'autre, le travail abstrait de l'Uruguayen Pablo Achugari. Fabio Viale, il veut imprégner d'art contemporain l'art classique qu'il estime. Donc il sculpte lui-même en marbre un buste, par exemple, ou une Vénus, en ajoutant, par exemple, des tatouages. Nous avons Pablo Achugari, lui il sculpte prioritairement les marbres de Carrara et des bronzes avec le même sujet, des bronzes laqués en différentes couleurs, en émail. Et lui, il est l'abstraction poétique. En associant ces différents univers, Extempore suscite la curiosité et apporte une touche rafraîchissante aux expositions. Le trio Goldberg, un des meilleurs trios à cordes de sa génération, s'est produit dans l'atelier du sculpteur Matteo Mornar. Un concert intimiste à l'initiative des Amis du Printemps des Arts. Le récit de Benjamin Bellé. À quelques minutes du concert du trio Goldberg, les amateurs de musique classique se pressent. Cette fois-ci, petite différence, la représentation n'a pas lieu dans un opéra, mais bien au milieu d'un atelier. C'est le sculpteur d'art contemporain Matteo Mornar qui accueille les mélomanes. Je suis ravi parce que l'atelier est fait pour qu'il y ait beaucoup de gens qui passent. C'était le souhait il y a une dizaine d'années, un peu plus du Prince Régnier. Il fallait que les ateliers soient animés et qu'il y ait toujours du monde. Et c'est bien. Pour l'occasion, la violoniste Lisa Kerob, l'altiste Federico Houd ainsi que Thierry Amadi et son violoncelle intitulent leur concert Galerie des miniatures. Un nom en référence à l'art plastique et aux œuvres créées par leur hôte. Durant plus d'1 heure, les 3 solistes font voyager les spectateurs à travers l'Europe de l'Est et les siècles. Alors ce soir, pas mal d'œuvres différentes, des compositeurs assez méconnus comme Kodail, Enesco, Taneyev, Jean Français. Des œuvres très intéressantes. C'est un concert de miniatures, ce sont des petites œuvres qui sont toutes assez courtes. Et puis on va voyager de la Russie à la France, à l'Allemagne. Primé à l'international et reconnu comme un des meilleurs trios de sa génération, ces touche-à-tout passionnés d'œuvres oubliées enchantent le public grâce à leur dynamisme. Donc on a découvert des nouvelles musiques et c'était vraiment extraordinaire. On a passé vraiment un bon moment. On a passé à peu près 1 heure de belle musique avec d'excellents musiciens. Les 3 solistes sont en soi excellents, mais je pense qu'ils ont réussi à construire une osmose de très grande qualité. D'ailleurs, ils ont eu dernièrement un prix. Je pense que c'est aujourd'hui un des meilleurs trios à cordes français, sûrement. Ce concert intimiste a permis aux spectateurs de vivre une expérience rarissime en approchant au plus près ces artistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et sinon, dans le reste de l'actualité.
Le Gemluc a remis un chèque de 140 000 € au centre scientifique de Monaco en présence des conseillers de gouvernement pour la santé et l'intérieur. Un don qui permettra aux équipes du CSM de continuer leurs recherches dans la lutte contre le cancer. Le Gemluc existe depuis plus de 40 ans et a déjà versé plus de 2 millions d'euros à la science, au centre La Cassagne et surtout au centre hospitalier Princesse Grace. Pause festive du côté de la caserne de la Condamine des sapeurs-pompiers de Monaco, un concert rock était organisé en partenariat avec l'Académie Régnier 3. On en écoute un extrait. Avec la suite des compétitions à Minsk à l'occasion des Jeux européens. Malheureusement, Sia Osingyang s'est inclinée en demi-finale, puis dans la petite finale. La joueuse monégasque de ping-pong aura pourtant tout donné dans cette épreuve. Avec un mental d'acier, elle termine tout de même dans le top 4 européen. Je vous propose de l'écouter ainsi que son entraîneur. Je suis déçue pour mon match aujourd'hui, mais bon, ça reste quand même un bon parcours, on peut dire. C'est la première compétition vraiment que je l'ai fait dans ma vie. Je pense que rentrer dans la demi-finale, c'est ce qu'après le match, je me convaincre tout le temps que je ne suis pas nulle, donc j'ai ma chance de gagner la compète. Avec les défaites aujourd'hui, c'est fait, donc ça me motive, il faut travailler encore plus fort, donc on ne peut pas réussir voilà, comme ça, donc il faut continuer de travailler. Donc je vois, il y a des choses encore progresser, il y a beaucoup de choses à travailler, donc il y a quand même resté un côté positif. Anthony, malgré le résultat, on peut que saluer le parcours de Xiao ici pour ses premiers Jeux européens. Oui, c'est un très beau parcours hein, et c'est sûr que c'est dommage parce que sur la demi-finale, ça passe vraiment à pas grand-chose. Hein, défaite 11-9 au 7e, avec de beaux retournements de situation, elle n'a pas lâché. Et derrière, bon, le match est très proche. Hein, elle a joué 4 heures après, donc forcément il y a un peu de fatigue, il y a du stress qui intervient parce que elle joue pour une médaille de bronze et également pour une qualif olympique, donc forcément avec un peu de fatigue, et ben c'est dur, hein, les nerfs ils ont du mal à tenir. Son adversaire a fait un très bon match là sur la place 3-4, hein, voilà, stratégiquement elle a fait ce qu'il fallait pour contrer Xiao et c'était pas évident de trouver des solutions. Mais c'est un très beau parcours, je suis fier d'elle. Elle a eu un très beau niveau pendant ces Jeux, donc il ne faut surtout pas remettre tout en question. Elle avance. Et il y a d'autres compétitions où elle va s'illustrer positivement et voilà quoi. Fin de l'aventure pour Hugo Micallef qui aura perdu son combat 5-0 face à l'adversaire britannique Pat McCormack, champion du Commonwealth. Touché physiquement, il aura pourtant tout donné. Son classement final dépendra du résultat de son adversaire. Écoutons-le. Ma blessure à l'épaule en fait, m'a empêché de faire beaucoup de choses. Après, ça tient pas qu'à ça non plus. J'ai été un petit peu en dessous de lui, de mon adversaire aujourd'hui. Je suis certain que je pourrais faire beaucoup mieux et que dans une prochaine opposition, je pourrais même gagner. Après, voilà, maintenant, aujourd'hui, avec l'ambiance, enfin, on va dire, les conditions de la journée, mon épaule, ça a été compliqué. Mais je reviendrai plus fort, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Quel bilan tu peux faire de ta participation aux Jeux européens? Je pense que c'est un très bon bilan pour moi, en plus pour Monaco. Je suis arrivé donc en quart de finale. Là, en fonction des résultats de mon adversaire d'aujourd'hui, s'il gagne la médaille d'or, je suis classé 5e meilleur boxeur d'Europe. Et s'il ne gagne pas, 8e. Donc dans tous les cas, je suis dans le top 10, dans le top 8 même. Donc c'est très bien, je suis super content. Après, moi, je visais beaucoup mieux. Donc je suis un petit peu déçu sur ce point-là. Après, je me contente de ce que j'ai aujourd'hui. Restons à Minsk, alors que vous pouvez suivre les résultats de la délégation monégasque à ces Jeux européens. Notre équipe de Monaco Info a choisi de vous faire découvrir maintenant Minsk et le travail des organisateurs pour faire de cet événement une fête à part entière. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Émilie Rousseau et Serge Prémont.
Minsk, capitale de la Biélorussie, une ville de près de 2 millions d'habitants qui vit depuis une semaine l'un des plus grands événements sportifs de ce type en Europe, les Jeux européens. Désignée en 2016 ville hôte de cette deuxième édition, Minsk se remémore le temps où elle avait accueilli les matchs de football des Jeux olympiques de 1980. Et c'est fort de cette lointaine expérience qu'elle compte bien réussir l'organisation de ces Jeux européens. Damien Desprats, le chef de mission de la délégation monégasque, a vu les sites évoluer au fur et à mesure de ses visites de terrain en amont de la manifestation. Les Biélorusses se sont grandement investis pour que tout soit parfait. Nous avons à chaque fois été agréablement surpris des différents sites que nous avons pu visiter. Déjà l'évolution que nous avons vue en un an avec notre première visite qui remonte à juillet 2018 et maintenant lors de l'événement, tout est avancé dans le bon ordre et nous sommes agréablement surpris, que ce soit les sites de compétition, le village, tout pour l'instant fonctionne parfaitement. Pour la tenue de ces Jeux, les organisateurs ont vu les choses en grand. Si plusieurs infrastructures étaient déjà en place, d'autres ont été rénovées, voire reconstruites avant le début de la compétition. Côté hébergement, les 4000 sportifs des 50 pays participants sont logés ici, au village des athlètes. Situé dans le sud-est de la capitale, ces logements sont en fait une résidence universitaire des années 60, là aussi totalement refaite pour l'événement. Il faut avouer qu'on est plutôt très bien installé, que tout l'intérieur a été également réaménagé, donc on n'a pas à se plaindre, on est dans une situation de confort total. Au 8e étage de ce bâtiment, Monaco vit aux côtés de la France et de l'Azerbaïdjan. Chacun dispose de sa chambre, d'une salle de soins et d'un coin détente, avec les informations nécessaires à la délégation et les retours presse de sa participation. Les conditions sont donc idéales pour préparer au mieux sa compétition. Un peu plus loin, une salle de sport et un stade à proximité. On y retrouve également les codes habituels, comme ces drapeaux de différents pays où les nations affichent fièrement leurs couleurs. Après les Jeux, ces logements seront rendus aux étudiants biélorusses qui pourront eux aussi évoluer dans les meilleures conditions. De nombreux étudiants, justement, se sont portés volontaires pour contribuer au bon déroulement de ces Jeux européens. Il n'est pas rare de les apercevoir un peu partout en ville, reconnaissables avec leur tenue, aux abords des sites, aux endroits stratégiques, pour renseigner et aiguiller au mieux les Minskois et les touristes venus profiter de l'événement. Une expérience enrichissante qu'Eric vit depuis 10 ans déjà. Ce luxembourgeois se rend disponible dès que son emploi du temps le lui permet. Père de 2 enfants et passionné de sport, il quitte sa famille pour soutenir une délégation que l'on lui attribue depuis ses premiers engagements en tant que bénévole, Monaco. Heureusement que ma famille me soutient dans ma démarche. Oui, j'adore le sport, mais je veux être actif. Bon, je ne suis pas sportif professionnel, alors la seule façon pour moi d'être actif dans le monde, de vivre l'action depuis le cœur, c'est de suivre une équipe, d'être bénévole, de m'impliquer dans l'organisation d'un événement international tel que celui-ci. Et je dois dire, ça fait 10 ans que je le fais pour l'équipe de Monaco, ça s'est toujours très très bien passé. L'entente est extraordinaire et je suis très très content de prendre du temps, de mon temps, pour servir l'équipe olympique monégasque. Si tout est fait pour que les délégations participantes soient bien accueillies, les organisateurs n'ont pas oublié le public. Plusieurs fan zones permettent aux habitants de la capitale de vivre l'effervescence autour de cet événement européen. Concerts, animations, démonstrations de nouvelles disciplines, tout est mis en place pour que le Minskois soit partie prenante de l'événement et vive au rythme des Jeux. Je pense que ces Jeux sont très importants pour l'attractivité de notre pays. Nous n'avons pas pour habitude d'accueillir des événements comme celui-ci, donc c'est bien pour nous et pour tout le pays. Nous essayons de partager de bons moments avec les touristes et les athlètes. J'espère d'ailleurs que la Biélorussie va terminer première avec beaucoup de médailles. Ces Jeux sont une belle opportunité pour nous de faire rayonner Minsk. Nous attirons des touristes et il y a de belles choses variées à voir ici. L'événement va être un beau coup de projecteur sur notre pays. Les plus jeunes ne sont pas oubliés et captent leurs souvenirs, notamment ici avec les Sikhs
un bébé renard faisant référence à l'ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Puis à la nuit tombée, ce sont les plus grands qui flânent entre les différents stands de nourriture, sur les notes de musique qui s'échappent de la scène principale. En constatant l'affluence chaque jour dans les fan zones, sur les sites sportifs et en échangeant avec les athlètes, Minsk aura réussi son pari, une organisation exemplaire qui aura permis de rassembler des milliers de personnes autour du sport. La canicule est bel et bien présente. Le thermomètre va-t-il baisser ces prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. L'épisode caniculaire se poursuit ce vendredi, des températures encore très chaudes sur l'ensemble de la journée. À partir de samedi, l'arrivée de quelques nuages devrait faire redescendre le mercure sous la barre des 30 degrés. Des orages sont prévus à partir de mardi, ce qui permettrait potentiellement de faire chuter de quelques degrés les températures. En raison de la canicule, la prévision d'indice qualité de l'air global sur la principauté est mauvaise. Une prévision de dépassement des seuils du polluant ozone est à prévoir. Et notez que du côté de la plage du Larvoto, un bref épisode de pollution sur le site de l'extension en mer a eu lieu. La cause, une rupture d'un flexible hydraulique lors d'une opération d'enlèvement d'enrochement et qui a engendré la fuite de 80 litres d'huile hydraulique bio. La situation a été rapidement maîtrisée par les services de l'État et de Bouygues TP Monaco. Un drapeau rouge a tout de même été hissé sur la plage par prévention pour les baigneurs. Cette édition est à présent terminée. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.